En général, les égyptologues ne raffolent pas des pyramides parce qu'il y en a trop. Il y en a une centaine. Et aussi, je pense qu'elles ont mauvaise réputation parce qu'elles ont attiré pas mal de farfelus. La Grande Pyramide a un certain pouvoir sur les gens. Selon moi, c'est celui de faire disparaître tout bon sens. On a avancé énormément de théories à propos du Sphinx, mais aucune n'a résisté. Nous, les égyptologues, nous avons la preuve que le Sphinx date de l'époque de Képhren, le bâtisseur de la deuxième pyramide et du plateau de Gizeh. Mais les preuves qui rattachent ces monuments à Képhren, le roi Khéops et à son époque, sont-elles en béton? Frank Domingo, expert en identification judiciaire, a comparé la seule statue connue du roi Khéops au visage du Sphinx. Les manuels d'identification judiciaire, rédigés par l'inspecteur Domingo de la police de New York, sont utilisés dans le monde entier. Il fait autorité en la matière. Après avoir vérifié toutes les mesures, les angles et les proportions, j'en suis arrivé à la conclusion que le grand sphinx de Gizeh ne représente pas la même personne que la statue du pharaon Képhren. Depuis 1993, les théories avancées par les experts sont remises en cause. Le débat est relancé, car les techniques de pointe utilisées par une nouvelle génération de chercheurs remettent en question les évidences du passé en fournissant des preuves irréfutables. Ce qui est en jeu ici, c'est l'histoire de la civilisation. Les choses ne sont pas linéaires depuis ce stupide homme des cavernes jusqu'au génie que nous sommes avec nos bombes à hydrogène et nos dentifrices à rayures. Pour moi, il ne fait aucun doute que les Égyptiens étaient les héritiers d'un antique savoir et d'une antique sagesse. C'est absurde de dire, comme le font les égyptologues, que ces monuments datent de la genèse d'une civilisation. À mon avis, ces monuments signifient la fin de quelque chose, plutôt que le début de quelque chose. Il y a la grande qualité astronomique des pyramides, l'alignement stellaire des puits. Tout nous laisse à penser que la réponse n'est pas ici-bas, mais là-haut. Contrairement aux égyptologues conventionnels, Robert Bauval et Graham Hancock ne cherchent pas des objets enfouis dans le sol. Ils utilisent un ordinateur pour reconstituer le ciel des temps passés. Regarde, c'est tout à fait surprenant. Tout l'agencement indique la date de 10 500 avant Jésus-Christ. Un autre chercheur, John West, a utilisé la géologie pour arriver à la même conclusion. Cette science indique que le grand sphinx de Gizeh a été arrosé durant de nombreux siècles par de fortes pluies. Quand ces pluies sont-elles tombées pour la dernière fois en Égypte? Plus depuis 12 000 ans. Les géologues donnent raison à John West, aux grandes dames des égyptologues. Le journaliste Paul Roberts a couvert les débats. West est un véritable cauchemar pour les experts. Voici quelqu'un qui sort de l'ombre avec une théorie bien pensée, bien présentée, décrite avec cohérence et bien expliquée, regorgeant de données irréfutables. Et il vous coupe l'herbe sous le pied. Comment les experts réagissent-ils? Ils l'ignorent, en espérant qu'il va s'en aller. Mais ce n'est pas le cas. Ce phénomène d'érosion a toujours été bien visible. Pourquoi personne n'y avait-il fait attention avant? Personne ne cherchait à le voir. C'est un peu comme quand vous cherchez des pommes de terre, vous pouvez traverser un champ rempli de diamants sans les voir. La géologie était considérée comme secondaire. Personne ne cherchait les traces d'érosion. Personne ne les trouvait. La civilisation pourrait-elle être beaucoup plus ancienne que nous le pensons? Les implications de cette théorie sont déroutantes. Une civilisation inconnue et avancée à l'âge de la pierre? Quand tout cela a-t-il commencé? Les égyptologues fixent le début soudain de l'histoire d'Égypte à environ 3000 avant Jésus-Christ. Avant cela, disent-ils, la vallée du Nil n'était peuplée que d'immigrés primitifs venus du désert du Sahara.
Les égyptologues n'ont que peu de moyens à leur disposition pour établir la chronologie de l'Égypte ancienne. En voici un. La liste des rois d'Abydos. Ici, nous voyons le pharaon Séti qui dit à son fils Ramsès II, « Regarde, mon fils, voici la lignée de tous les rois d'Égypte, en partant de Ménès, le premier roi de l'Égypte dynastique. » Mais les égyptologues s'arrêtent ici, en 3000 avant Jésus-Christ, et ils ne tiennent pas compte de l'autre côté du mur, là où Séti dit à Ramsès, « Voici ce qui s'est passé bien avant le règne de Ménès, il y a des milliers et des milliers d'années, quand la terre d'Égypte était gouvernée par les dieux et les demi-dieux. » Les livres d'histoire enseignent que l'Égypte vient à peine de sortir de l'âge de la pierre quand soudainement, en un tournement, elle est capable de produire ces structures énormes et parfaites. Et tout ça pourquoi? Pour couvrir le corps d'un roi défunt. Cette théorie du tombeau uniquement ne tient pas debout. En dépit de 100 ans de recherche scientifique, de nombreuses questions essentielles se posent encore. Par exemple, seuls 3 rois de la 4e dynastie de Pharaon ont érigé ces monuments le temps d'une vie. Qu'est-ce qui les a poussés à entreprendre un type de construction inédit et qui le resterait par la suite? En fait, les pyramides semblent émerger d'un trou noir dans l'histoire de l'architecture. Ces montagnes de briques en train de s'effriter datent de la 3e dynastie, ces gravats de la 5e. C'est comme si la 3e dynastie avait construit la Forté et la 4e la Porche. Puis, pour l'une ou l'autre sombre raison, la 5e dynastie en serait revenue à la bicyclette. Vraiment, ça n'a aucun sens. Les monuments de Gizeh présentent des caractéristiques inattendues. Ils sont situés avec une précision miraculeuse à cheval sur le 30e parallèle. Est-ce une simple coïncidence? Ces gens connaissaient-ils la forme et les dimensions exactes de la Terre? Tout aussi miraculeusement, ces structures gigantesques sont impeccablement alignées suivant les points cardinaux, est-ouest et nord-sud. La précision de ces alignements est étrange et n'a plus jamais été atteinte dans aucune structure moderne. Comment une telle précision a-t-elle pu être obtenue il y a presque 5000 ans? Il y a 500 ans, notre propre civilisation n'était même pas sûre que la Terre était une sphère. Ce n'est que depuis 300 ans que nous connaissons les dimensions exactes de la Terre, mais ces gens savaient. En effet, la Grande Pyramide est le modèle mathématique de l'hémisphère nord à l'échelle de 1,43/200. Cette figure n'est pas le fruit du hasard. Les astronomes savent qu'il s'agit du phénomène appelé précession, en relation avec le mouvement de la Terre autour de son axe. La Grande Pyramide incorpore la valeur transcendante du nombre pi, qui représente le rapport constant du diamètre d'une sphère à sa circonférence, la base des mathématiques poussées. Il est évident que nous avons ici un système très avancé de mathématiques et de technologie, datant d'une époque où, en principe, cela n'existait pas. Pour obtenir ces résultats, les bâtisseurs du passé ont dû avoir recours à une pente de 52 degrés, la seule qui convenait. Est-ce que ce sont vraiment des coïncidences? La précision de ces monuments est presque obsessionnelle. Prenez les côtés de la Grande Pyramide. Chacun fait 227 mètres de long, et pourtant la différence moyenne de longueur entre eux n'est que d'à peine 12 cm. Cela fait 0,01%. Une telle précision est inégalée de nos jours. Difficile d'imaginer que ces monuments sont l'œuvre de primitifs tout juste sortis de l'âge de la pierre. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Cette précision d'exécution est porteuse du message des anciens. Nous n'étions ni des fous, ni des simples d'esprit qui dansaient en face de prêtres superstitieux. Nous allons vous montrer notre savoir et notre précision. Rien n'a été fait par hasard, prenez-nous au sérieux.
Selon les égyptologues, les bâtisseurs de pyramides ne méritent pas d'être pris au sérieux en ce qui concerne leur précision. Ils utilisaient des pentes rudimentaires, avaient des esclaves pour ouvriers et n'arrivaient même pas à se décider sur l'endroit où ils allaient enterrer le roi défunt à l'intérieur de la pyramide. Au fond, il y a cette chambre souterraine. Les experts s'accordent à penser que c'est la chambre funéraire originale qui a été abandonnée au profit de celle-ci, construite 40 mètres plus haut. Une nouvelle modification du plan les a fait abandonner cette chambre de la reine pour construire finalement la chambre du roi. Erreur sur erreur. Voyez comme ces joints sont minces. Impossible d'y introduire une lame de rasoir. C'est certainement la preuve d'une technologie avancée et d'une préparation méticuleuse. Ces bâtisseurs n'utilisaient pas le travail des esclaves et ne commettaient pas d'erreurs bizarres. Et ce n'étaient sûrement pas des gens qui changeaient d'avis sur l'emplacement d'une chambre funéraire dans la pyramide. Changer le plan intérieur une fois, c'est une aberration technique. Mais le changer 2 fois, c'est tout bonnement inconcevable. Certains de ces blocs placés dans le haut de la pyramide pèsent chacun autant que 100 grosses voitures. Les égyptologues se sont étonnamment peu concernés par ce fait, mais honnêtement, pas nous. Je suis ingénieur et je peux vous dire qu'il faut une grue spéciale pour soulever des blocs de cette taille. Alors un peuple qui n'avait pas ce genre de machine, qui ne disposait même pas de la plus élémentaire des poulies ou des roues, comment s'y est-il pris? En se servant de simples outils en cuivre? Les manuels scolaires disent que ces pyramides étaient des tombes royales comme toutes les autres. Mais à l'intérieur de Gizeh, on n'a trouvé ni momie, ni inscription, rien. En plus, certains des pharaons de la 4e dynastie ont bâti 2 pyramides. Pourquoi? Avaient-ils l'intention d'être enterrés dans 2 endroits à la fois? Et pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il laissé d'inscription? Pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il indiqué clairement à la postérité qu'il était le propriétaire des lieux? Posez-vous la question. Si vous veniez de construire le plus grand tombeau de l'histoire de l'humanité au prix de dizaines d'années d'efforts, laisseriez-vous le monde s'interroger sur votre identité? N'y aurait-il pas là autre chose qu'un simple tombeau? Cette construction pourrait-elle faire partie d'un tout autre projet? La chambre du roi, le saint des saints, la chambre de tous les mystères. Tout ce qu'elle contient, c'est un coffre en granit vide. Et Chris Dunn, expert américain en forage. C'est un travail incroyable et un mystère. Comment ont-ils fait ça? Jadis, on se servait d'une scie à chantourner ou d'un touret et on faisait pénétrer l'outil dans la pièce à l'aide de sable ou d'un diamant. Dans ce cas-ci, il aurait fallu beaucoup trop longtemps, des années, pour y arriver. Mais dites-moi, comment pensez-vous qu'ils ont fait? À mon avis, ils ont sûrement utilisé un outil à moteur. Aujourd'hui, si nous devions forer ça, la mèche pénétrerait dans le granit à raison de 5 millièmes de millimètre par tour. Pensez-vous que leur foreuse tournait aussi vite que ça? Non, la mèche s'enfonçait beaucoup plus vite. Plus vite? Oui, plus vite. Elles avançaient dans le granit à une moyenne de 100 millièmes de millimètre par tour. Des outils à moteur, cela semble un peu rapide comme conclusion. Cependant, le mystère reste entier. Les anciens étaient capables de creuser facilement le granit et même la diorite, la pierre la plus dure qu'on trouve dans la nature. Ils évidaient des vases en diorite que des outils modernes ne pourraient même pas toucher. Regarde comme c'est lisse. Comment faisait-il? Regarde la précision des joints. C'est parfaitement ajusté. C'est du travail d'opticien. Mais la chambre du roi recèle une autre énigme. Voici le véritable mystère. Ces puits étroits ont été percés dans ces murs et aménagés avec une minutieuse précision. Pour la ventilation, prétendent les égyptologues.
Il est hors de question que ces puits aient servi uniquement à l'aération. Leur conception est trop compliquée. Ils suivent la déclivité de la pyramide jusqu'à l'extérieur. Ils devaient servir à autre chose. Ces soupçons sont confirmés en mars 93. L'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink explore le puits sud de la chambre de la reine avec un minuscule robot caméra. Le robot est bloqué par une porte en pierre et en métal. Une chambre que les anciens avaient à tout prix voulu soustraire au regard indiscret. La porte n'a jamais été ouverte. D'autres puits qui n'étaient pas obstrués s'ouvraient sur le ciel. Quelle était leur véritable utilité? Un début de réponse est apporté dans les années 60 par des astronomes qui prouvent que les puits étaient précisément dirigés vers les étoiles. Ces puits visent Alpha Draconis, l'étoile polaire au temps des pyramides. Un autre vise la Petite Ourse. L'astronomie pourrait-elle nous éclairer? En général, l'archéologie ignore le fonctionnement des étoiles. Les experts sont sceptiques. Les savants disent que les anciens Égyptiens n'avaient pas une grande connaissance de l'astronomie, mais ici, nous avons la preuve que le ciel les fascine et qu'ils le connaissent parfaitement. Voici les constellations du zodiaque: le lion, le taureau, les poissons, et voici la constellation d'Orion et l'étoile Sirius. La position des étoiles dans le ciel n'a pas changé par rapport au temps reculé. C'est dû à un phénomène appelé précession. La Terre fait un tour sur elle-même tous les jours. Mais en plus, son axe tourne en oscillant tous les 26 000 ans, comme un grand seau. Sur Terre, cette lente oscillation donne l'impression que les constellations voyagent à travers les cieux et le temps. Les égyptologues et ceux qui étudient les hiéroglyphes ignorent la précession. Mais sans cela, il est impossible de résoudre certains problèmes. C'est la précession qui est la clé du mystère des pyramides. La précession change l'altitude des étoiles que nous voyons dans le ciel toutes les nuits. Si on pouvait passer des millénaires sur Terre à regarder en l'air, on verrait les constellations se coucher et se lever tous les 26 000 ans grâce au lent mouvement de bascule de la Terre qui oscille. Cette constellation Orion était un dieu pour les Égyptiens. Cela explique peut-être pourquoi ils ont creusé les puits dans la grande pyramide. C'est clair qu'ils ne se sont pas donné autant de mal pour le plaisir. Pour les anciens Égyptiens, Orion était Osiris, le dieu de la résurrection. Voici une reconstitution du ciel tel qu'il était en 2005 avant Jésus-Christ. Voyons ce qui arrive à la zone d'Orion quand elle traverse la ligne nord-sud. Le puits de la chambre du roi était dirigé vers Orion, le dieu Osiris. Et maintenant, à gauche d'Orion, ici, il y a l'étoile Sirius. Pour les anciens Égyptiens, c'était l'étoile d'Isis, l'épouse d'Orion. Et à mon grand étonnement, j'ai découvert ceci. Si le puits de la chambre du roi était dirigé vers Orion, celui de la chambre de la reine était dirigé vers Sirius, la déesse Isis. Les Égyptiens aménageaient des passages vers les étoiles, des chemins vers leurs dieux Osiris et Isis, leurs dieux de la vie après la mort et de la résurrection. Pour les anciens Égyptiens, c'est la venue d'Osiris et de sa fidèle épouse Isis, des milliers d'années avant l'aube de l'histoire, qui a annoncé la naissance de l'Égypte. Ils l'appellent Tetzipi, le commencement des temps, quand Isis et Osiris ont créé le Nil, la terre d'Égypte et ses habitants, quand ils ont amené les fruits de l'agriculture, le savoir, la générosité et la beauté. Mais Seth, le frère d'Osiris, est devenu jaloux de leur bonheur et il a tué Osiris. Il a coupé son corps en 14 morceaux et les a dissimulés aux 4 coins de l'Égypte. Il a plongé le pays dans la violence et la terreur. Isis, la fidèle épouse d'Osiris, a cherché partout et a réuni les morceaux du corps de son époux, les a entourés d'un linge. Il ne manquait qu'une partie de son corps, le phallus.
Alors, Isis et son fils Horus, le dieu faucon, ont attaché un phallus artificiel à la momie. Isis s'est transformée en oiseau, elle a recueilli la semence de son époux mort et a ressuscité Osiris parmi les étoiles. Tous deux gouvernent à présent les cieux de la nuit pour l'éternité. Les souverains de Duat, le monde souterrain de la vie après la mort et de la résurrection que tous les pharaons désiraient. Je vous emmène à l'intérieur du tombeau d'Ounas, un des rois qui a immédiatement suivi la 4e dynastie. Voici les plus anciens textes religieux de l'histoire. Ce sont les textes des pyramides. Ils détiennent la clé du mystère des pyramides. La signification de ces textes était presque oubliée parce que les égyptologues y voyaient surtout une religion du soleil. Or, ce n'est pas une religion du jour et des vivants, c'est une religion de la nuit et des morts. Ces textes nous disent et nous répètent que le roi devient une étoile dans le royaume d'Osiris, la constellation d'Orion. Un de ces textes dit « Ô roi, tu es un compagnon d'Orion ». Et un autre « Puisses-tu traverser la rivière sinueuse, la voie lactée, et puisses-tu aller là où se trouve Orion ». Les pharaons croyaient fermement qu'ils étaient les enfants des dieux. Pour Hancock et Beauval, c'est ici qu'on comprend l'utilité des puits. L'âme du pharaon défunt les emprunte pour rejoindre sa place parmi les étoiles. Quand un pharaon mourait, son corps était momifié et préparé comme Osiris. Son âme était alors prête à monter au ciel. Mais avant cela, le roi défunt devait transmettre son pouvoir de droit divin à son fils Horus réincarné. Cette passation de pouvoir se faisait au cours d'une cérémonie rituelle appelée « ouverture de la bouche ». On se servait d'outils rituels pour ouvrir la bouche de la momie et ainsi la ramener à la vie. Ensuite, on plaçait un phallus artificiel sur la momie et le corps du roi défunt était orienté vers l'étoile d'Isis, Sirius. C'est à ce moment-là que la déesse était fécondée. Sa mission sur terre étant accomplie, le roi défunt allait au ciel. En fait, ce qu'on a ici, c'est une reconstitution du mythe de la résurrection d'Osiris, raconté en fonction des étoiles. La découverte de Beauval marquait un progrès essentiel. Ces monuments étaient restés muets pendant presque 5000 ans. En comprenant la signification des puits, il leur rendait la parole. Mais un autre problème surgissait. Tout ici témoigne d'un grand plan d'ensemble. Cependant, il y a quelque chose de très perturbant dans ce plan. Nous avons 3 pyramides. 2 sont de taille pratiquement identique et placées le long d'une diagonale. Mais voici le plus curieux. La 3e pyramide est beaucoup plus petite et se trouve à la gauche de cette diagonale. Pourquoi? Qu'est-ce que les bâtisseurs de pyramides ont voulu faire? C'est Menkora ou Mekérinos, le fils du pharaon Khéops, qui a bâti cette 3e pyramide. Mais il était aussi riche et puissant que son père. Pourquoi a-t-il bâti une pyramide beaucoup plus petite et pourquoi l'a-t-il décalée vers la gauche? Le problème me préoccupait depuis des années, et puis une nuit comme celle-ci, j'étais dans le désert avec un ami. Il me racontait comment l'étoile Sirius se levait. Il a montré la ceinture d'Orion au-dessus de nous dans le ciel et a dit « Tu as remarqué que les 3 étoiles sont sur une même ligne, mais que celle du dessus, la plus petite, est légèrement décalée vers la gauche ?» Et soudain, j'ai tout compris. Bien que phénoménale, la découverte de la corrélation entre les pyramides et la ceinture d'Orion n'était qu'un début. Beauval cherchait un plan d'ensemble.
Il a découvert que les anciens avaient donné des noms d'étoiles à 2 autres pyramides de la 4e dynastie, l'une située à Aubourouache et l'autre à Ziwat al-Aryan. Il a alors considéré les choses globalement et a été abasourdi. La constellation d'Orion, du dieu Osiris, était présente au ciel comme sur terre. L'image était surprenante, mais il manquait quelque chose. Les Égyptiens assimilaient le Nil à la Voie lactée et les pyramides à Orion. Mais ni la Voie lactée ni Orion n'occupaient cette position en 2500 avant Jésus-Christ, quand les pyramides ont été construites. Cela ne correspondait pas à ce que Beauval avait constaté au sol. Ou alors, l'ordinateur de Beauval ne cherchait-il pas là où il fallait? Voyons les 3 étoiles de la ceinture d'Orion en rapport avec la Voie lactée. Pour que ce schéma corresponde parfaitement avec les pyramides sur Terre, il faut que le ciel se déplace légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cela signifie reculer dans le temps, 3000, 4000, 5000 avant Jésus-Christ. Pour recréer le passé, il faut aussi entrer dans les mythes. Voici Osiris, le premier pharaon divin qui a régné sur la terre d'Égypte, qui est mort et a ressuscité avec l'aide de son fils Horus. Voici les dieux du commencement des temps, de Thebs-Zépi, que les Égyptiens situaient des milliers et des milliers d'années dans le passé. Mais la question est, quand était-ce? À quelle époque se situait Thebs-Zépi, le commencement des temps? À cause de la précession, les étoiles aussi ont un commencement des temps qui correspond au début de leur cycle précessionnel quand elles entament leur ascension dans le ciel. Pour Orion, le commencement des temps, c'était en 10 500 avant Jésus-Christ. C'est là que Beauval arrivait. 7000, 8000, 9, 10, 10 500 avant Jésus-Christ. C'est la bonne date. C'est absolument étonnant. Tout concorde. 10 500 avant Jésus-Christ est la bonne date. L'agencement des étoiles dans le ciel et des pyramides sur terre ramenait très précisément au commencement des temps d'Osiris, quand Orion avait entamé son ascension en 10 500 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens essayaient-ils de montrer le début de leur mythe, leur Thebs-Zépi, le règne d'Osiris, leur premier pharaon divin, ou l'époque improbable de leur genèse, en 10 500 avant Jésus-Christ? La précession fournit une autre piste. La lente oscillation de la Terre semble faire voyager les constellations à travers les âges. Les anciens Égyptiens accordaient une attention toute particulière à ce phénomène. Ils étudiaient le point où le soleil se levait, particulièrement au moment où la nuit et le jour sont de même longueur, c'est-à-dire le 21 mars, à l'équinoxe de printemps. Ils regardaient la constellation qui était derrière le soleil et notaient qu'elle changeait lentement au fil du temps. Leur grand sphinx semble avoir été érigé pour contempler ce phénomène. À peu près tous les 2000 ans, un autre signe du zodiaque apparaît derrière le soleil et définit une autre ère, une autre époque astrologique. Maintenant, les poissons, le Verseau qui émerge avant le Bélier. Ce moment avait une importance capitale pour les anciens. Nous appelons ce moment l'équinoxe vernal. Quand le Sphinx est censé avoir été bâti en 2500 avant Jésus-Christ, le soleil se levait dans la constellation du Taureau. Cela aurait été complètement stupide pour un pharaon de bâtir une balise équinoxiale en forme de lion à cette époque. En fait, une seule époque aurait convenu pour la construction du Sphinx avec la forme qu'il a, l'ère du lion, commençant au 11e millénaire avant Jésus-Christ. C'est là un mince faisceau d'indices qui nous ramène à la préhistoire, à l'âge de la pierre, des milliers d'années avant l'apparition supposée de toute civilisation humaine. Léger, tiré par les cheveux? Peut-être. Un autre chercheur arrive à la même conclusion, mais en partant d'une autre approche. John West, auteur et égyptologue indépendant, a découvert que les roches érodées par l'eau ont ici exactement la même forme que le pied du sphinx usé par le temps.
Il ne faut pas être géologue pour comprendre ce qui a causé ce genre d'érosion. Seule l'eau de pluie qui arrosait les murs d'enceinte a pu sculpter ces contours arrondis. De l'eau dans le désert du Sahara? Il n'y a pour ainsi dire pas eu de pluie dans le Sahara depuis 9 ou 10 000 ans. L'âge de la pierre est difficile à dater, mais pour un géologue, l'érosion raconte l'histoire d'une roche. Voici les traces que des siècles d'exposition au vent et au sable laissent sur la pierre. Les couches les moins dures ont été balayées. C'est ce qu'on remarque partout à Gizeh. La seule exception, c'est le sphinx et les parois de la cavité dont il a été extrait. Ici, les roches semblent avoir été usées par des siècles de fortes pluies. Le résultat de cette usure, c'est un profil arrondi, ondulé, d'apparence très différente. La découverte de John West est explosive. En effet, de quand datent les dernières grosses pluies en Égypte? Certainement pas du temps des pharaons. Les crues du Nil auraient-elles pu causer cette érosion? Absolument pas, parce que les crues du Nil seraient venues du bas. Si les monuments avaient été inondés par les eaux du Nil, l'érosion aurait été différente. Le bas des murs aurait été touché. L'érosion aurait été plus forte au pied des monuments, pas au sommet. En plus, il n'y aurait pas ces profondes fissures. Les géologues ont trouvé pertinents les arguments de West et se sont rangés à ses côtés dans le débat l'opposant aux égyptologues qui, jusqu'à présent, n'ont trouvé aucune réplique sensée à ses conclusions. Le sphinx lui-même a été trop souvent réparé pour qu'on puisse déceler quoi que ce soit, bien que... Ici, nous voyons un morceau des premières réparations. Vous voyez que 70 cm à 1 mètre de blocs ont été nécessaires pour remettre le sphinx dans son état initial. On dit que ces réparations ont été faites dans les 300 ans qui ont suivi la création du sphinx. Mais la question se pose, pourquoi aurait-il fallu réparer la sculpture sur 1 mètre après seulement 300 ans d'existence? Les égyptologues prétendent que la pierre dans laquelle on a sculpté le sphinx est de si mauvaise qualité qu'elle s'est usée de 1 mètre en 300 ans. C'est là que surgit un autre problème. Si la pierre dont est fait le sphinx est de si piètre qualité et que le sphinx a été sculpté il y a 4500 ans, cela voudrait dire qu'à la moyenne de 30 cm d'érosion par siècle, le sphinx aurait dû disparaître il y a 500 ans, et il ne l'a pas fait. Le sphinx érodé par de fortes pluies, bien avant les pharaons et les pyramides? Quand de telles pluies ont-elles arrosé l'Égypte pour la dernière fois? Bien qu'il y ait eu d'autres longues périodes d'humidité, une seule époque est possible. Et curieusement, cette période correspond à celle que Hancock et Bauval retrouvent dans leur archéologie astronomique. C'est le lointain commencement des temps qu'on trouve dans les anciens mythes et dans le ciel. À cette époque de l'histoire de l'humanité, la Terre connaissait un bouleversement sans précédent. Un énorme cataclysme s'est produit sur Terre il y a 12 500 ans. C'était la fin de la période glaciaire. La Terre avait connu 50 ou 60 000 ans de relative stabilité climatique. Des millions de mètres carrés de glace couvraient l'hémisphère nord. Et soudain, pour des raisons qu'aucun scientifique n'a encore réussi à comprendre, toute la glace a fondu en l'espace de 2 à 3 000 ans. Le monde différent de la période glaciaire, avec une couche de glace épaisse d'1 kilomètre couvrant le nord de l'Europe et de l'Amérique. La fin de la glaciation a amené un cataclysme. C'est ce que pensent les archéologues et d'autres scientifiques. Serait-ce le déluge dont parle la Bible ? L'Égypte a connu des changements importants et dramatiques à la fin de la période glaciaire, particulièrement vers 10 500 avant Jésus-Christ. C'est alors que de fortes inondations ont recouvert la plaine inondable, ruinant la vallée du Nil et le delta en général. Les mythes parlent d'une civilisation qui commence à la fin d'un grand cataclysme. C'est le premier temps, la lointaine époque des dieux dont on parle dans les mythes. L'époque où tout a commencé. C'était vraiment le premier temps de l'humanité. Nos souvenirs commencent à ce moment-là.
John West fait remonter le grand sphinx à la fin de cette période glaciaire. Mais pourquoi a-t-il un visage et une coiffure de pharaon? Regardez bien la tête du sphinx. Elle est en meilleur état que le corps. Même si la tête a été taillée dans une pierre calcaire beaucoup plus dure, cela n'explique pas qu'elle soit en tellement meilleur état que le corps. Et plus important encore, elle est très petite proportionnellement au corps. Vu d'en haut, le corps du sphinx est long et aplati. La tête ressemble à une tête d'épingle posée dessus. Pour nous, cela indique que la tête a été resculptée. En d'autres termes, la tête du sphinx n'est pas l'original. À un moment donné, elle a dû être refaite. À mon avis, voici l'histoire du sphinx. Il y a longtemps, avant que l'Égypte ne devienne un désert, le plateau de Gizeh était une savane fertile. Au bord du plateau, il y avait une grosse masse rocheuse. Un groupe de sculpteurs anonymes ont taillé un visage géant dans le rocher, peut-être la tête d'un dieu ou d'un lion. Quand le sphinx a été terminé, des centaines de gros blocs de calcaire, dont certains pesaient plus de 200 tonnes, ont été soigneusement découpés et amenés sur ce site. Une fois ici, ils ont été soulevés et mis en place apparemment sans effort. Rien dans l'Égypte dynastique, l'Égypte que nous connaissons, ne ressemble à ceci. Tout fait référence à une époque antérieure. Le temps passait. Des changements climatiques amenaient des pluies torrentielles sur la région, marquant la fin de la période glaciaire. Les pluies ont érodé le lion jusqu'à en faire pratiquement ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand les pluies ont cessé, les savanes se sont transformées en désert du Sahara. Le sable a enfui la statue jusqu'au cou pendant des milliers d'années, protégeant ainsi le sphinx et les traces d'érosion par l'eau de pluie qu'on y lisait. Quant au visage du sphinx, il a continué à s'éroder, à diminuer de taille, il a peut-être été retaillé. Les rois de la 4e dynastie qui ont construit les pyramides aux environs de 2500 avant Jésus-Christ ont certainement dégagé le sphinx et ils l'ont fait retailler à leur image. Le pharaon Képhren n'a pas construit le sphinx, il l'a restauré. Y a-t-il eu, oui ou non, une genèse de l'Égypte et de la civilisation humaine? Ces monuments ont vu passer des millénaires et ont gardé leurs secrets dans un silence majestueux. Bauval et Hancock voient les cieux et les constellations qui s'y reflètent. Les anciens astronomes ont inscrit une date étonnante partout, non plus en termes vagues, mais clairement et de manière détaillée. À Gizeh, les anciens astronomes étaient face à un horizon ininterrompu de 360 degrés qui les invitait à l'observation des points où le soleil et les étoiles se levaient. Une autre direction retenait aussi leur attention, la ligne nord-sud qui divisait le ciel immédiatement au-dessus de leur tête. Ils observaient les étoiles quand elles traversaient cette ligne. En 10 500 avant Jésus-Christ, quand les 3 étoiles de la ceinture d'Orion traversaient cette ligne, elles le faisaient suivant un schéma qui était exactement celui des 3 pyramides au sol. Un autre détail, suivons l'horizon de Gizeh jusqu'à l'endroit où Orion se couchait en 10 500 avant Jésus-Christ. Pour les observateurs, c'était ici, là où la ceinture d'Orion est marquée avec une extrême précision par 3 petites pyramides qui établissent précisément l'endroit où les étoiles se couchaient en 10 500 avant Jésus-Christ. C'est loin d'être une coïncidence. Il suffit de regarder le jour magique de l'année où le passage nord-sud des 3 étoiles coïncidait exactement avec le lever du soleil. Ce jour-là, le soleil se levait plein est. Aujourd'hui, le sphinx va regarder la constellation des poissons. Jetons un coup d'œil sur l'horloge de la précession telle qu'elle était jadis et voyons ce qui arrive. À cette époque particulière, en 10 500 avant Jésus-Christ, le soleil se levait plein est, dans l'axe du sphinx, à l'apparition de la constellation du lion. Voici la constellation du lion qui apparaît à l'horizon et voici le soleil. À cette époque,
À l'ère du lion, le sphinx regardait sa propre image dans le ciel. Si ça ne suffit pas à vous convaincre, il y a mieux. Pourquoi le sphinx est-il décalé vers la droite de l'axe principal est-ouest de cette pyramide? Et pourquoi cette chaussée est-elle inclinée vers le sud? Les anciens bâtisseurs de pyramides ne faisaient rien par hasard. Quelle est donc la signification de ce décalage? La chaussée est décalée de 14 degrés. Le sphinx se trouve légèrement à gauche. Pourquoi? L'ordinateur donne la réponse. Il nous montre que c'est ici que le soleil se lèverait dans la direction de la chaussée, 14 degrés vers la droite, dans l'exact alignement de la chaussée. Et qu'est-ce que nous avons ici? À gauche se trouve la constellation du Lion. Comme on peut le voir, elle est à moitié cachée sous l'horizon, avec seulement la tête et les épaules qui dépassent. Voici ce qu'on voyait en regardant à l'est. Le soleil levant dans la direction de la chaussée, et à gauche, le sphinx à moitié enterré dans le sable, avec la tête et les épaules qui dépassent. C'est exactement ce qu'on verrait quand la constellation du Lion émerge au-dessus de l'horizon, avec la tête et les épaules qui dépassent au-dessus de la ligne d'horizon. Le sphinx et les pyramides s'associent pour former un gigantesque hologramme astronomique du ciel d'Égypte vers 10 500 avant Jésus-Christ. Ce sont les principaux corps célestes de cette époque qui sont représentés avec une extrême précision, sous tous les angles de vision et dans toutes les directions. Quand on se souvient de l'incroyable précision avec laquelle les bâtisseurs de pyramides travaillaient, il est impossible d'imaginer qu'une telle complexité soit le fruit du hasard. Ce que nous avons ici, c'est une référence très nette à cette époque, à 10 500 avant Jésus-Christ, presque 8000 ans avant le début supposé de la civilisation égyptienne. Pour les anciens Égyptiens, il s'agissait de Rosto, la porte du monde inférieur où Osiris régnait sur les morts. Pour les pharaons défunts, c'était la porte par laquelle ils se réincarnaient parmi les étoiles. De nos jours, c'est une nécropole géante où, depuis des temps immémoriaux, les morts occupent un lieu empreint de sainteté et de mystère aussi vieux que l'humanité. Toute civilisation se réfère à un mythe de création, à un début. Les Égyptiens, eux, avaient une idée très claire de ce qui s'était passé au début de leur civilisation. Ils nous disent que la Terre était entièrement recouverte d'eau. La Terre matérielle, physique, est sortie de l'eau et a formé une butte sur laquelle la création a commencé. Il y a une première aube, un premier lever de soleil. C'est un peu comme si le roi qui a bâti ces pyramides voulait rappeler ce moment, le temps des dieux. Il était normal que les rois veuillent le commémorer, l'immortaliser dans une expression grandiose. Pour moi, si but primitive il y a, c'est de Gizeh qu'il s'agit. Les textes anciens parlent de Gizeh, d'Héliopolis comme de l'endroit de la création. Nous devrions peut-être les prendre au pied de la lettre. Ils nous disent que c'est ici que le monde a été créé. Et qui aurait-il de mieux pour commémorer ce moment fantastique de la création que des monuments tels que ceux-ci? Je crois que le sphinx est peut-être réellement un vestige de la civilisation perdue qui existait à cet endroit il y a 12 500 ans. Nous ne prétendons pas que les pyramides ont 12 500 ans. Ce que nous disons, c'est que les pyramides évoquent cette époque lointaine. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Les Égyptiens étaient les héritiers d'un ancien savoir et d'une ancienne sagesse. La théorie des égyptologues selon laquelle ces monuments ont été créés par une civilisation débutante est absurde. Ces monuments expriment une accumulation de connaissances et de sagesse. Pour moi, ils signifient la fin de quelque chose, pas le début de quelque chose. Des visages venus de l'époque où les pyramides de Gizeh ont été érigées. Se souviennent-ils encore de la splendeur de la civilisation qui les a vus naître? Ou bien toute la théorie est-elle fausse?
Ces gens vivaient dans un monde que nous pouvons à peine imaginer. Quelles connaissances ont-ils hérité des profondeurs de la préhistoire? Si nous optons pour cette théorie alternative, voyez à quoi nous sommes confrontés. On a une civilisation antédiluvienne et puis plus rien. Plus rien pendant 1000, 2000 ans. Et puis ça redémarre. Où est le lien? Où sont les autres preuves de l'existence de cette culture? Montrez-moi un tesson de poterie, un outil, une inscription. Montrez-moi une sculpture, un autre site archéologique qui date de cette période. C'est comme si on avait dit à Magellan, après son voyage autour du monde, que la Terre était quand même plate parce qu'il n'y avait personne d'autre qui en avait fait le tour. C'est l'histoire de la civilisation qui est en cause ici. Comme je l'ai dit, les choses ne sont pas linéaires depuis les stupides hommes des cavernes jusqu'aux génies que nous sommes avec nos bombes à hydrogène et nos dentifrices à rayures. West, Bauval et Hancock pensent qu'une culture inconnue et beaucoup plus ancienne a peut-être laissé des traces dans les couloirs souterrains de la Grande Pyramide ou dans la vallée et les temples funéraires au pied du Sphinx. Officiellement, ils datent du temps des pharaons, mais les indices sont minces. Leur austérité nue et massive ennuie les archéologues, car elle diffère entièrement des constructions de l'Égypte que nous connaissons. Des vestiges de ce passé ne sont-ils pas enfouis quelque part si profondément que personne ne les a trouvés jusqu'à présent? C'était le cas de cette étrange structure. Ici, à 500 km au sud de Gizeh, à Lozirion, nous nous trouvons face à un autre de ces bâtiments énigmatiques, anonymes, qui semblent ne dater d'aucune époque connue. 1500 mètres, ou même plus, en dessous de la surface des autres temples pharaoniques des alentours. Est-il possible que ce ne soit qu'une parmi beaucoup d'autres structures de ce type enfouies dans les sables égyptiens? Des pharaons ont ajouté des bas-reliefs à ces murs, mais à l'origine, ils étaient anonymes et nus, laissés à l'interprétation libre des générations futures. Les gens aiment imaginer des choses. Vous savez, Monsieur West, Monsieur Bauval, et Monsieur X et Monsieur Z, tous ces gens viennent passer un jour ou deux sur le plateau de Gizeh. Ils en repartent avec une théorie et la publient. Il faut que cette théorie soit folle, fantastique. Parce que si on développe une théorie fantastique, on sera riche et célèbre. C'est ce qu'ont fait messieurs Bauval et West. L'argent n'a rien à voir. Je fais ces recherches depuis 20 ans sans avoir gagné un centime. Il faut aller au fond des choses. Le problème, c'est de trouver la vérité. Et pour cela, nous faisons appel à d'autres disciplines. Je ne crois pas que les égyptologues soient à la hauteur de la tâche. Venir sur un site comme celui-ci, avec une vision unidimensionnelle des choses, une perspective étroite, et prétendre qu'on peut tout interpréter, ce n'est pas rendre service à l'humanité. Parce qu'on a empêché d'autres disciplines d'utiliser leur potentiel à Gizeh. L'ancienne Égypte croyait qu'il y avait eu un commencement des temps, une genèse pendant laquelle les dieux régnaient. Le plus grand complexe sacré de la Terre est un monument à cette croyance. Le grand Sphinx est-il un héritage laissé par une civilisation inconnue? Les pyramides ont-elles été érigées au hasard, comme le croient les experts, ou étaient-elles un projet élaboré avant le début de l'histoire et transmis aux pharaons qui l'ont terminé? Les anciens eux-mêmes croyaient à un tel héritage, comme Bauval et Hancock aujourd'hui. Un mystérieux indice se cacherait-il dans les caves de ce musée berlinois? C'est comme la carte d'un trésor, sur laquelle une croix indique l'endroit approximatif où sont cachées les pièces d'or. Cet ancien papyrus raconte comment Khéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide, a cherché à Héliopolis une mystérieuse boîte noire, contenant le nombre des chambres secrètes du sanctuaire de Thoth. Quelle était cette arche de Thoth? Un répertoire de la sagesse ancienne dont Khéops avait besoin afin de construire sa pyramide? Thoth, le scribe des dieux et le gardien de leur sagesse. Une arche perdue renfermant un savoir venu d'un passé très lointain?
Quelque chose de similaire se cache-t-il derrière cette porte secrète dans la grande pyramide? Étant donné tout le mal qu'il s'est donné pour la dissimuler, Khéops trouvait sûrement que c'était important. Ou alors, le secret se cache peut-être à l'endroit que John West a situé avec un sismographe. Notre sismographe a révélé qu'à l'endroit où je suis, c'est-à-dire entre les pattes du Sphinx, il y a une vaste chambre souterraine de 12 mètres sur 15, de forme rectangulaire, et enfouie à 5 mètres en dessous de la surface du rocher. Les experts et les autorités opposent le même silence face aux limiers autodidactes qui découvrent de nouveaux indices remettant leur dogme en question. Toute recherche de chambre secrète ou d'une arche perdue symbolique est bloquée. Personne ne veut sans doute ressasser les vieilles rumeurs héritées du passé. Les anciens Grecs écrivaient que les prêtres égyptiens parlaient d'une civilisation antérieure à la leur. Ils l'appelaient Atlantis. En 1945, le voyant américain Edward Cayce avait prédit sous hypnose que vers l'an 2000, on retrouverait sous les pattes du grand sphinx de Gizeh les traces d'une civilisation beaucoup plus ancienne que celle d'Égypte. Des rêves? Des fantasmes? Peut-être, mais un sismographe ne ment jamais.